Hey everybody, c'est l'heure de Hey Lundi Party, vidéo hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. Voilà, que dire? J'ai eu une semaine avec des lectures diversifiées, j'ai quand même pas mal de contenu. J'ai l'impression que je fais ça toutes les semaines. Alors c'est parti, on va commencer. Je vais d'abord commencer avec la partie graphique. Alors la partie graphique, cette semaine je me suis fait 2 séries de mangas, un album et 2 BD. Voilà, donc je vais faire dans le désordre et je vais commencer par l'album. Alors, l'album que je me suis fait, c'est une découverte. J'ai enfin découvert le travail de Benjamin Lacombe avec son œuvre Ondine, qui est édité chez Albin Michel Jeunesse. Pour ceux qui sont intéressés, ça coûte 19 €. Voilà, j'ai eu l'opportunité d'enfin pouvoir l'emprunter à la bibliothèque. Alors, Ondine, je vous avoue que ça fait un temps impressionnant qu'il faut que je lise Benjamin Lacombe, pardon, mais en fait, je suis mi-figue, mi-raisin sur ces dessins. Je trouve que certains sont splendides et d'autres m'intéressent moins. Je suis tombée en adoration devant cette illustration l'autre jour à la bibliothèque, un poster. Et du coup, voilà, ça s'appelle Ondine. Et puis, la fille, elle est rousse. Si vous savez pas mon amour des roux, y a un truc, mais voilà, je trouve ça très joli. Alors, ce qu'il y a d'assez intéressant, et je sais pas si c'est exclusif à cette œuvre là du coup, mais en fait Benjamin Lacombe a travaillé sur du calque pour faire des effets en fait sur ces différentes illustrations, et je trouve que c'est très très bien mené, parce que du coup pour faire un effet par rapport au dessin et tout, je trouve ça pas mal du tout. Voilà. Alors l'histoire d'Ondine, je ne la connaissais pas à la base, donc c'est une découverte totale. C'est un mythe qui ressemble pas mal à La Petite Sirène d'Hans Christian Andersen, pour ceux qui connaissent la version originale et non pas la version Disney. Et on peut pas vraiment dire que c'est mignon, hein. C'est assez lugubre, c'est assez sombre, mais on passe un bon moment. Il y a quand même pas mal de textes par page, je sais pas si vous arriverez à voir. Donc on a quand même une histoire qui est pas réglée en 2 pages et demie. Enfin, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Voilà, après il faut peut-être que je vous montre des illustrations. J'arrive pas à retrouver l'illustration qui m'a fait craquer en fait, et ça m'énerve. Ça m'agace. C'est pas celle-là. Mais bon, bref, c'est une histoire assez originale du coup pour ma part. Même s'il y a des ressemblances avec La Petite Sirène. Est-ce que je lirai un autre livre du travail de Benjamin Lacombe? Oui, je pense. Mais est-ce que je suis devenue une fan incommensurable? Non, je pense pas. Voilà, donc celui-là est joli. Celui notamment que j'aimerais lire de Benjamin Lacombe, c'est Blanche-Neige. Il a l'air génial. Et aussi, comment il s'appelle? Celui où il y a Alice au Pays des Merveilles, je crois, dessus. Je crois que c'est une réécriture de plusieurs contes, celui-là. Voilà. Donc bref, bien, mais pas merveilleux, magnifique, fantastique, qui restera gravé dans ma vie pour toute une vie, comme peuvent être La Princesse au bol enchanté ou de chez Nobinobi par exemple, qui t'a parlé album. C'est pas du tout la même histoire. Voilà, ensuite, la suite. Alors, je vais vous présenter les 2 BD que j'ai lus courant de la semaine, parce que je ne sais plus si je vous l'ai dit dans mes résolutions de 2015, mais je me suis remise un peu à la BD en 2014. Ça m'a pris, et en 2015 j'aimerais vraiment lire plus de BD parce que je suis très manga comme vous le savez, mais de lire des BD aussi c'est un style différent et il y a des jolies choses à découvrir dedans, donc faut tester, faut voir, et des fois il y a des belles découvertes. Alors, la toute première BD que j'ai lue, c'est Légende de Parvatera par Raoul Arnaiz. Le tome 1 s'appelle Là où les enfants ne s'aventurent pas et c'est édité chez Le Lombard. Alors, je ne connaissais absolument pas cette BD avant de tomber dessus à la bibliothèque. Voilà. Alors, c'est très coloré. Les dessins, ça va. Parce que, en fait, c'est ça qui me rebute souvent dans les BD. C'est l'aspect graphique que je déteste. En fait, j'ai du mal à accrocher. Et là, ça va. C'est pas magnifique, merveilleux. Hop là. Magnifique, merveilleux, mémorable, tout ce que vous voulez. Mais c'est joli. Ça me fait pas mal aux yeux. C'est déjà très bien. Voilà. Après, question histoire, je vous avoue que c'était intéressant, mais j'étais pas plongée dedans, j'étais pas plus intriguée que ça. J'étais limite à me dire, bon allez c'est bon, ça va être vite fini, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Mais je n'ai pas détesté. Donc, est-ce que je lirai la suite? Franchement, je pense pas, parce que j'ai pas réussi à m'accrocher suffisamment à l'univers pour avoir envie d'avoir plus tout ça.
faudrait peut-être que je vous parle de l'histoire. Alors en fait, donc nous sommes sur une île où en fait il n'y a que des enfants qui vivent sur cette île et il n'y a pas du tout d'adultes. Et ils vivent sur l'île des aventures. Et puis il y a un roi qui est en guerre avec un autre peuple de l'île avec les enfants. Un chevalier, et puis il y a les sorciers. Et puis je pense que le plus simple serait de lire le résumé. Vous aurez le livre addict en dessous, le résumé, pour ne pas changer. Et non, je lirai pas la suite, mais c'était plaisant, c'était distrayant. Hop, ensuite, la deuxième BD que je me suis faite hier soir avec joie immense. Voilà, je me suis fait le tome 4 de la série La Rose Écarlate, donc qui est J'irai voir Venise par Patricia Lee-Fung, édité chez Delcourt. Alors, La Rose Écarlate est une série BD que j'apprécie beaucoup. En fait, j'avais lu les tomes 1 à 3 à la suite. Et puis en fait, le problème que j'ai avec les BD, notamment, c'est qu'une fois que je les ai fermés, j'ai pas cette envie dévorante de connaître la suite comme ça peut être le cas parfois sur des mangas ou sur des romans. Mais une fois que je suis dedans, ben, je suis bien. Notamment donc dans La Rose Écarlate. J'ai cette BD depuis 4 semaines, depuis un bon mois chez moi. Et j'avais pas envie de la lire. Et puis justement, je sais qu'il faut que j'aille rendre mes emprunts. Et du coup, je me suis dit, bon allez, va lire La Rose Écarlate. Et finalement, quand j'étais dessus hier soir, je m'amusais beaucoup. Il y a des scènes assez cocasses qui se passent encore une fois dans ce tome. On avance dans l'intrigue et La Rose Écarlate a suffisamment d'humour pour que ce soit distrayant sans que ça devienne lourd, trop d'action, tout ça. Mais en même temps, il y a des événements qui se passent, l'intrigue avance, je sens que ma phrase ne veut rien dire en fait, je me suis perdue moi-même. Donc voilà, il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a un peu de romance derrière. Je trouve que c'est un très très bon combo pour ceux qui ne connaissent pas la BD et qui ne connaissent pas La Rose Écarlate. Je pense que vous devriez lui donner une chance parce que je trouve ça super sympa. Alors, question graphisme. Je vais répéter ce que je vous ai dit quand j'ai lu les tomes 1 à 3. Ça me fait énormément penser à Totally Spies. Les dessins, l'ambiance et tout. Même si c'est un peu moins girly. Du coup pour ça que pour Totally Spies. Et puis c'est dans le passé. Alors c'est juste trop cool. Et en plus dans ce tome-ci il y a des pirates qui débarquent. Alors c'est trop cool. Voilà. On voyage aussi pas mal beaucoup parce que du coup l'histoire se passe en France. Et puis là on est à Venise. Et puis dans le tome prochain on est à Istanbul. Donc je trouve ça top. Voilà. Donc je vous recommande. Et j'espère que j'attendrai moins entre le tome 4 et le tome 5 que ce que j'ai attendu pour le tome 1. Enfin le tome 3 et le tome 4. Si ça a du sens ce que je raconte. Voilà. Et ensuite je vais vous parler des 2 séries manga que j'ai lues cette semaine. Alors, la toute première série manga que j'ai lue, je me suis fait Maggie, les tomes 11 et 12 par Shinobu Otaka, édité chez Kurokawa. Donc, le tome 11, je peux pas vous les montrer parce que j'ai dû les rendre à la bibliothèque. Et le tome 12. Voilà. Alors, que puis-je vous dire sur Maggie? Que puis-je vous dire? Alors, ce qui est un point négatif pour moi, c'est que, étant donné qu'on est au tome 11 et 12, c'est normal, l'histoire est ancrée, tout ça, on est de plus en plus dans un schéma Neketsu. Ce que c'est comme manga, c'est un shonen Neketsu à la base, donc je savais à quoi m'attendre, mais il n'empêche que c'est pas le genre de manga que je préfère, ce qui fait que c'est une partie que j'aime moins, mais l'univers derrière est tellement sympa que j'ai envie de lire la suite, j'ai envie d'apprendre sur ces énigmes politiques, religieuses, tout ça, j'ai envie d'en connaître plus. Et notamment j'ai envie de connaître des djinns, parce que les djinns sont juste tellement fantastiques à découvrir à chaque fois, les différents pouvoirs des personnages, tout ça m'intrigue. Donc bien évidemment je lirai la suite de Maggie, je sais pas trop quand, parce que là on arrive dans les tomes à la bibliothèque qui sont toujours pris d'assaut. Donc c'est la surprise quand est-ce que je pourrai lire, mais vous êtes sûr que sous peu sur cette chaîne vous verrez les tomes 13, enfin le tome 13 en tout cas de Maggie que je lirai, parce que les graphismes en plus, j'ai dû le dire à chaque fois, mais sont géniaux pour un shonen et c'est très très appréciable. Voilà. Ah oui, et chose à dire aussi sur Maggie, qui est très cool, c'est que les personnages ne sont pas tout blancs ou tout noirs. Je trouve que c'est ce qu'on voit souvent dans les Neketsu. Le gentil qui va sauver tout le monde en cassant des figures, et le méchant pas beau qui a toujours été méchant pas beau.
Là, on a deux poids, deux mesures. On voit que n'importe quel être dans le monde donc de Maggie souffre, enfin, a connu des souffrances. Et après, de par les choix qu'ils font, ils sont ce qu'ils sont au jour d'aujourd'hui. Par exemple, il y a des personnages auxquels on pense qu'ils sont gentils, mais ils ont une part d'ombre derrière eux et qui laissent imaginer que c'est peut-être pas des gentils en fait. Je n'en dis pas plus. L'envie de spoiler est grande, mais je ne dirai rien. Voilà. Ensuite, la dernière chose de la partie graphique que je vais vous présenter cette semaine, c'est un manga encore une fois, mais d'un registre complètement différent. Je suis revenue dans ma zone de confort et je me suis lu un shoujo. C'est le tome 1 de Ibi Shoujo, Edelweiss et Papillon, par Shu Morishita, édité chez Panini, qui est sorti ce week-end, en fait, que j'ai déjà lu. Alors, celui-ci, il apparaissait sans arrêt dans mon fil de recommandations Goodreads, donc j'avais envie de le faire. Et je vous avoue que je suis assez déçue au final. Alors, les dessins sont très épurés, c'est mignon, il y a plein d'éléments communs à du shoujo. La particularité de celui-ci est qu'on n'est ni avec une héroïne très expansive, très joyeuse, on est avec une héroïne qui parle pas. Donc elle n'est pas en colère et elle n'est pas joyeuse non plus, elle parle pas. Elle n'est pas très expressive non plus du côté du visage, donc ça change de ce que je lis d'habitude. Mais le gars principal aussi n'est pas très expressif. Donc là vous vous dites comment l'histoire peut avancer si aucun des deux ne parle pas. Et pour ce tome 1, c'est doux, ça va lentement, mais ça avance. Donc, est-ce que je lirai le 2? Oui. Avec empressement? Non. Donc c'est mignon, c'est choupi. Laetitia Galéane, j'attends ton avis pour savoir ce que tu en penses, parce que du coup... que dire? Peut-être est-ce dû au fait que j'ai lu une quantité de shoujo incontable et que du coup pour moi les histoires se mélangent et que j'arrive plus à apprécier une série à sa juste valeur, c'est fort probable. Mais si vous voulez lire du shoujo, j'en ai un paquet à vous conseiller et demandez-moi en barre d'infos en commentaire si besoin. Voilà. Alors, ben on va passer au roman, il serait peut-être temps. Alors, la semaine dernière, je vous laissais en vous disant que j'étais en train de lire Aristotle and Dante Discover the Secret of the Universe. D'une traite, j'ai pu le dire, par Benjamin Harry de Science, édité chez Simon & Schuster, qui m'avait gentiment été offert par Noémie à mon anniversaire. Donc ça y est, c'est lu. J'ai lu le phénomène, livre anglais que tout le monde attend en français. Wouh, Virginie, bravo. Alors, toute première chose à dire, je répète et je confirme ce que je vous disais la semaine dernière, le niveau d'anglais est très abordable, il n'y a aucun problème, malgré les thématiques évoquées dans ce livre, parce que ça parle philosophie, ça parle poésie, philosophie de vie. Malgré ça, c'est facile, c'est fluide, ça se lit vite, il y a des chapitres courts, des chapitres moins courts, c'est très attractif, voilà, j'ai pas d'autres mots. Voilà. Donc ensuite, parlons du bouquin. Alors, comme je viens de vous le dire, il y a des thématiques qui sont soulignées que je trouve fortement intéressantes. Justement, le fait que, malgré le fait que ce soit un livre qui est à la base pour les 12 ans et plus, on voit le mal-être adolescent, on voit la poésie, on voit la philosophie, on parle d'art, on parle d'homosexualité, on parle de sexualité de manière générale. Je trouve ça très bien fait. Pour ça, il n'y a absolument rien à dire. Et j'ai énormément de mal à imaginer qu'est-ce que je peux vous dire sur ce roman. Quand je l'ai fini, j'avais plein d'adjectifs qui me venaient en tête et j'ai pas pensé à les noter. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est pas un énorme coup de cœur. Je m'explique. Harry, parce qu'en fait là, on pourrait penser de par le titre du roman qu'on est sur un livre à deux voix, mais c'est pas du tout le cas, on est que sur Harry. Et Harry est un personnage très unique, avec un mode de pensée du coup très différent de ce qu'on peut voir en Young Adult, ce qui peut être hyper rafraîchissant. Mais de par cet aspect, je me suis pas sentie en phase avec lui, je comprenais pas trop ce qui se passait. Et il y a des moments, j'avais vraiment envie de le taper. Et je pense que l'auteur l'a fait exprès d'exagérer ses traits à ce point. Et moi notamment, j'avais envie d'en savoir plus sur Dante.
Et toutes les parties du roman où Dante était présent étaient super, mais franchement superbes. Je peux pas dire autre chose pour les qualifier. Mais il y a des moments où Harry est seul, une bonne partie du bouquin d'ailleurs, et là, j'ai pas mal décroché. Harry sur son nuage, moi sur Terre, on n'était pas au même endroit, vous voyez. Et du coup, ces moments-là étaient un peu laborieux pour moi à lire, mais la fin est splendide, c'est mignon. En fait, c'est un livre qui vous fait passer par plein d'aspects de sentiments. En fait, vous avez des moments tellement heureux, tellement insouciants, et puis au contraire, vous avez des moments terribles. Donc, je trouve franchement que ce livre est à lire. Il traite de plein de sujets, comme je me répète, mais ce sera pas un énorme coup de cœur pour ma part. Je lui ai mis 3 sur 5 sur Goodreads, si ça peut vous aider. Parce qu'il ne mérite pas un j'ai adoré, étant donné qu'il y a une bonne partie du roman où, comme je vous disais, c'était un peu laborieux. Donc Hélène, Noémie, Pauline, toutes les personnes qui avaient adoré ce livre, ne me jetez pas des pierres parce que les goûts sont uniques pour chacun. Mais voilà, j'en garde un bon souvenir. Merci Noémie pour la découverte. Je ne pense pas que je l'aurais lu de moi-même aussi rapidement en fait. Et je pense qu'un livre de ce style, de temps en temps, est génial pour l'intellect. Et pour voilà. J'ai plus du tout de mots pour dire sur ce livre. Voilà. Donc je passe au livre suivant. Alors, ensuite, je vais vous parler d'une lecture commune que j'ai fait avec mes copines Céline de la chaîne Lily Book Addict, Chloé des Reliques du Lecteur et Pauline de la chaîne Patatras. Nous nous sommes fait le tome 1 de la série Kéléana, l'assassineuse par Sarah J. Maas. Oh, purée. Sarah J. Maas, édité chez La Martinière Jeunesse. Kéléana fait parler de lui depuis longtemps. Avant même sa sortie VF, il faisait énormément parler de lui en version originale. Il fait encore beaucoup parler de lui de par les spin-offs qui sortent aux États-Unis. Et du coup, c'était bien qu'avec les filles, on trouve la motivation de le sortir parce que c'est de la fantasy. Vous savez que c'est pas trop ce que j'apprécie de lire. Et qu'est-ce que je peux vous dire sur Kéléana? Avis global, j'ai beaucoup aimé. Mais il correspondait absolument pas à l'idée que je m'en suis faite et c'est une grosse surprise du coup. Surprise négative ou positive, j'ai pas assez de recul pour vous le dire parce que je l'ai fini hier soir. Qu'entre temps j'ai bossé et que laissez-moi vous dire que quand je travaille je pense pas à mes livres. Mais j'ai des éléments que j'ai adorés, que j'aurais aimé que l'auteur exploite davantage. Et d'autres points que je sentais pas trop venir et qui m'ont surprise du coup. Je sais pas trop comment l'auteur va profiter de son univers par la suite, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je le lirai. C'est très brouillon ce que je vous dis là en fait. Je lirai, c'est sûr. J'aime Kéléana, j'aime sa personnalité. Certains l'ont trouvée très faible, je ne la trouve absolument pas comme ça. Elle est très combative, elle est attachante, elle est forte. Donc ce qui est un point important pour moi et très intéressant parce que Kéléana, l'assassineuse, si c'était une mauviette, j'aurais un peu de mal à me plonger dans le livre. On l'a lu très vite, on a eu beaucoup de moments où on s'est fait balader par l'auteur, où on avait des suspicions, des possibilités de réponse avec les filles. Ça a fait un énorme brainstorming, c'était absolument génial encore une fois de lire ce roman avec elle et sous cette forme-là. Du coup, on a plein de questions qui ne sont pas encore répondues pour le tome 2 et qui m'intriguent assez. Donc je lirai ce tome 2 et j'espère que j'ai réussi à vous retranscrire un avis correct parce que je ne me rends absolument pas compte. Voilà, donc beaucoup de scènes d'action, c'est de la fantaisie mais je trouve que ça attaque assez vite. On n'a pas une description pompeuse, baveuse au tout début, ça commence assez rapidement. On a des personnages très attachants et très forts aussi, pas que Kéléana. Du coup, je vais arrêter d'en parler maintenant. Si vous avez la moindre question, la moindre suggestion, dites-moi le en commentaire et on en parlera ensemble. Mais voilà, très très bonne surprise. J'ai passé un bon moment avec de la fantasy et je le précise avant d'oublier, j'ai passé un meilleur moment avec Kéléana qu'avec La Fille de Braise et de Ronces parce que ce sont deux fantasy jeunesse qui font tous les deux beaucoup parler de lui et que des fois ça aide d'avoir un comparatif avant de se lancer dans une série et de l'acheter. Voilà. Non, faut pas m'envoyer des SMS maintenant. Alors ensuite,
Une lecture que je me suis faite courant week-end parce que justement Kéléana, on lisait 5 chapitres par 5 chapitres et il fallait que j'ai quelque chose à lire pendant que je pouvais pas lire Kéléana. Alors je me suis fait le tome 2 d'une duologie, Juliette Forever. Le tome 2 s'intitule Roméo Forever par Stacy J, édité chez Milord dans la collection Macadam. Voilà. Et que dire? Lui aussi je l'ai fini hier soir, donc le temps de réfléchir à ce que je vais vous dire, ça s'est pas super bien fait. En fait, vu que j'ai directement lu le Rose Écarlate après. Alors, j'ai lu Juliette Forever il y a un certain temps. Je pourrais pas vous dire quand d'ailleurs. Et déjà à la base c'était pas un livre qui m'a marqué outre mesure. Donc le fait d'avoir attendu pour lire la suite m'a un peu perturbée. J'avais une idée de la trame générale, mais je me rappelais plus exactement de la fin, dans quelles circonstances et tout. Alors heureusement Stacy J fait des rappels pour nous dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi. Parce que on est un peu dans le passé, on est un peu aujourd'hui, on est un peu dans des vies antérieures, pour pas trop spoiler. Et du coup, on se fait beaucoup balader entre des mensonges, des vérités. Donc pour ça bien, parce que pas trop de prévisibilité. Il y avait beaucoup de moments cruches, je veux le préciser également. Ça reste une lecture que je vais très très vite oublier, qui aide à passer un bon moment, mais c'est pas un coup de cœur. Je vais vraiment l'oublier très très rapidement. La fin m'a surprise. Je ne m'attendais absolument pas qu'elle finisse de cette façon-là. Donc est-ce que vous devriez le lire si vous avez le tome 1? Vous perdez pas grand chose à le lire, je ne l'ai pas trouvé détestable, le style est direct, mais je trouve qu'il n'a pas un intérêt grandiloquent. Et un intérêt grandiloquent, est-ce que ça se dit d'ailleurs? Il n'a pas grand intérêt, pardon. Et je pense que si vous avez lu Juliette Forever et que vous n'avez pas encore acheté Roméo Forever, ce serait pas une grosse perte. Voilà, je trouve que ça peut être un complément, mais pas hyper intéressant et qui apporte pas grand chose par rapport à l'univers préétabli. Voilà. Voilà. C'est parti. Et donc lui je l'ai fini hier soir, donc vous doutez bien que entre Kéléana et Roméo Forever, mon livre en cours, j'ai pas lu grand chose, mais je vais tout de même vous le présenter. Je lis le tome 1 de la série McCorvin, Lettres écarlates par Anne Bishop, édité chez Milady, dans leur collection Bitlit, que je lis en commun avec le Bookina Swap, le groupe Facebook. Et j'ai lu 2 chapitres. Donc pour vous faire un avis sur le roman dans sa totalité, ça me semble un peu compromis. Ce que je peux dire pour le moment, c'est que les 3 premières pages m'ont fait hyper peur. Parce que ça vous dit que on est dans un univers un peu parallèle avec différentes règles. Ça vous présente un fil historique qui m'a fait peur. Ça vous mettait que les jours de la semaine étaient différents. Enfin, j'ai vraiment eu peur en voyant ça. Et puis en fait, dès que vous attaquez votre chapitre 1, il faut absolument pas avoir peur, c'est comme un livre normal. Voilà. Alors pour l'instant, j'arrive pas à cataloguer si on est dans de la bitly toute la romance paranormale. J'opte plus pour de la romance. Et les hommes, enfin, ça parle de métamorphes. Les métamorphes dans cette série-là sont très très durs. Et si c'est de la romance paranormale, mais je vais rire intérieurement de voir la différence entre au tout début où ils étaient mais vraiment vraiment très durs, très sombres et très cartésiens. Et si à la fin il finit en chamallow, ça va être la désillusion, ça va être horrible. Mais pour l'instant ça m'intéresse bien, c'est assez énigmatique vu qu'on est dans un univers un peu parallèle. On ne sait pas trop les modes, les cultures, les pensées. Donc ça c'est assez intriguant. Et je pense que je vais très vite me replonger dans la suite pour savoir de quoi que ça parle. Voilà. Et puis, je pense que je vais vous laisser là. Parce que, étant donné qu'il fait quand même 466 pages, je vais avoir encore un peu de temps avant de le finir. Donc, la seule lecture future, à la rigueur, que je peux vous présenter, que j'envisage de me faire avant la fin du week-end, c'est le tome 4 des Filles au chocolat Cœur Coco par Cathy Cassidy, édité chez Nathan. Je sais, j'ai pas lu le 3, mais ça peut se lire indépendamment les uns des autres. Et lui, je l'ai en papier. Voilà.
Donc c'est à peu près tout. Je pense que la vidéo a fait une demi-heure. Donc je vais vous laisser. Je vous souhaite de passer une bonne semaine, d'avoir de superbes lectures. Et je vous dis à bientôt. Ciao.